Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean-Paul Olivier. Bonjour. Alors vous êtes, est-ce qu'il y a besoin de vous présenter? Oui, vous êtes grand reporter, vous avez commencé votre carrière comme reporter à l'ORTF en 1964, il y a déjà plus de bientôt 60 ans, et puis en 1975 vous avez rejoint le service des sports d'Antenne 2, puis France 2 jusqu'en 2014. Vous avez bien sûr lancé l'émission Stade 2 en 1975 avec des noms extrêmement éloquents, Léon Zitrone, Roger Coudert, Robert Chapat, et puis vous avez aussi commenté forcément le Tour de France, on vous connaît aussi pour ça. D'abord en moto dans les années 80-90, et puis à partir de 2001 vous avez rejoint la cabine du Tour pour devenir l'historien du Tour de France, l'historien emblématique. Donc après vous avez quitté France 2 en 2014, et puis depuis vous écrivez donc beaucoup, vous avez beaucoup écrit dans votre carrière aussi sur le Tour de France, et là vous sortez un nouveau livre aux éditions Mareuil, Le Tour de France, théâtre des hommes, exploits, drames et légendes. C'est une accumulation de 110 histoires qui retracent finalement l'histoire du Tour de France, puisque le Tour de France n'est pas seulement une émission sur une compétition sportive, c'est aussi une accumulation d'anecdotes humaines, sportives, religieuses, géographiques, qui font que finalement c'est bien plus qu'une compétition sportive. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez toujours vu le Tour de France comme quelque chose de plus que du sport finalement? Mais absolument. Absolument. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais déjà sur la moto, lorsque je commentais sur la moto, dès que l'on passait devant un site, devant une abbaye cistercienne, devant un château, devant un site intéressant, j'en parlais immédiatement. Le problème était que, bien entendu, sur la moto, je n'avais pas d'écran de contrôle. Et donc, lorsque je commentais cela, on ne voyait pas à l'image, on ne voyait pas l'image du château que je commentais. Et c'est la raison pour laquelle Charles Bietri, qui était alors chef des services sportifs chez nous, Charles Bietri m'a dit « Mais écoute, c'est bien ce que tu fais, mais tu sais, hein, les gens ne sont pas très contents. Ils ne voient pas, tu parles un peu dans le vide, quoi, il n'y a pas d'image. » Et il me dit « Si tu restais sur la ligne d'arrivée, avec l'autre journaliste, avec le consultant, à ce moment-là, tu aurais ton image de l'hélicoptère et tu pourrais commenter à loisir ton site. » Et c'est comme ça que ça a démarré, cette histoire, parce que, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire sportive et c'est une histoire de France en général. Bien sûr, et donc on se rend compte même aujourd'hui que cette fonction d'historien du Tour est extrêmement importante encore, puisque ça permet, y compris à des Français, de redécouvrir leur patrimoine. Le Tour de France, on le regarde pas seulement pour, surtout les premières étapes, la première semaine où c'est souvent de la plaine, on le regarde pas seulement pour voir la course, mais aussi pour redécouvrir en fait la richesse du patrimoine de France. Oui, c'était vraiment une alchimie qu'il fallait réussir, parce que, vous savez, souvent en permanence, quand je faisais le tour, dans ma chambre d'hôtel, le soir, j'avais ma documentation, bien sûr, du lendemain. Je savais exactement ce qu'on allait voir, hein. C'était déjà calibré. Mais je me disais, dans le fond, demain, donc, il y a ça, mais... Je dis ça, je vais ennuyer les Français avec ça, je ne vais pas faire trop long là-dessus. Il faudrait peut-être que je trouve quelque chose d'autre. Alors j'essayais de savoir si dans ce château, parce qu'on parle des châteaux, on n'avait pas tourné un film avec Jean-Paul Belmondo. Ça, je savais que ça attirait un petit peu plus les Français. Puis ça me permettait de glisser autre chose. Donc il a fallu un petit peu... disons, dresser ces séquences-là, et je pense que on l'a réussi. Oui, complètement. Ça continue. Ça continue, c'est l'une des émissions, des compétitions sportives les plus regardées au monde encore aujourd'hui. Je voulais quand même vous poser une question plus personnelle là-dessus. Vous avez quand même été avant 25 ans journaliste sportif, vous suiviez le Tour de France. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant de se retrouver à commenter, on va dire, uniquement les monuments historiques et les géographies, plutôt que la course en elle-même pour quelqu'un qui aime le vélo comme vous? Écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'aime le sport cycliste, le sport en général, j'aime le sport, j'aime l'histoire, j'aime la géographie. Et j'ai réuni ces trois passions dans le Tour de France. C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Bien sûr. Alors je vous propose quand même de revenir, on parlera évidemment du Tour de France qui prend son départ dans 2 jours maintenant de Bilbao, samedi, mais je vous propose quand même de revenir sur ce livre, ces 110 histoires. On va évidemment pas brosser toutes les histoires puisque ça n'aurait pas de sens, mais ça permet quand même de revenir sur l'histoire du Tour de France, puisqu'il y a pratiquement, on va dire, une histoire par édition, tellement cette Tour de France est une histoire riche. On va commencer par le commencement. Ce Tour de France, le premier à s'élancer est en 1903. Il est créé pour les besoins du journal L'Auto-Vélo, qui à l'époque doit concurrencer son concurrent le vélo, qui en termes de vente, donc il doit organiser une compétition sportive pour faire la promotion de son journal. Et ça part quand même d'abord d'une histoire politique, puisque L'Auto-Vélo répond à une création d'un homme qui s'appelle le comte Albert de Dion, qui était éminemment politique. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Oh oui, c'est très simple et c'est même étonnant. C'est une histoire étonnante. Le vélo, effectivement, tirait à un certain moment, à son apogée, donc 80 000 exemplaires. Il se vendait, à 80 000 exemplaires, ce qui est quand même très important pour un journal de sport et en particulier de cyclisme. Et ce vélo était financé par des potentats de l'automobile, si j'ose dire. On parle de Dion, les fameuses de Dion-Bouton. Michelin était déjà dans cette affaire. Il y avait le baron de Christiani, il y avait le baron de Zeulen, etc. Il y avait l'automobile qui était là-dedans. Et puis, il y avait à cette époque-là l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus n'en était pas à ses débuts, mais on en était à la révision du procès qui devait avoir lieu à Rennes en 1900. Et le patron du vélo s'appelait Giffard, était très, très Dreyfusard. Et les potentats de l'automobile étaient anti-Dreyfusards. Vous voyez, il y avait déjà un hiatus quand vous parlez de politique. Donc, ça ne pouvait pas coller. Et il y a eu une étincelle. Il y a eu une étincelle quelque part. C'était le steeplechase d'Auteuil, où le président de la République, à la barbe fleurie, le président Loubet, est venu donc assister, comme cela se faisait habituellement. Le président de la République était invité. Et le baron de Christiani était là. Disons que Loubet était considéré comme un Dreyfusard. Christiani, donc, baron, ne l'était pas. De sa canne, il a touché le haut de forme du président Loubet. Aussitôt, les policiers, les gendarmes sont intervenus et on a jeté le baron de Christiani en prison. Ses amis de l'automobile l'ont suivi et là, ça a fait un clash parce qu'ils se sont retirés du journal Le Vélo. Et le baron de Dion est allé à ce moment-là voir Henri Desgranges, qui était un personnage déjà connu parce que c'était un cycliste. Il avait établi un record du monde de l'heure, il avait organisé des épreuves, c'était vraiment un grand sportif. Et donc, on lui a demandé de créer un journal. Il avait écrit aussi un livre qui s'appelait La tête et les jambes. Remarquable écrivain d'ailleurs. Quand on voit les articles du Tour de France écrits par Henri Desgranges jusque dans les années 30, c'est formidable la langue. Ah, c'est formidable, étonnant et détonnant. Et donc, il a écrit ça, et puis donc, il a accepté de créer ce journal qui s'est appelé, comme vous le disiez tout à l'heure, l'auto-vélo, mais il n'est pas resté longtemps auto-vélo, parce qu'on a enlevé le titre vélo, parce que vélo existait déjà, donc il y a eu procès. Donc, l'auto est resté. Et l'auto a battu le vélo. Absolument, c'est ce qu'il faut dire, mais avec le vélo, avec le vélo, avec le cyclisme. Donc ensuite, c'est Géo Lefebvre, l'un des associés d'Henri Desgranges, l'un des collègues, qui va proposer à Henri Desgranges, excusez-moi, de créer cette compétition. La première compétition a lieu en 1903, et puis très vite, elle a un énorme succès, et on sent le besoin de se renouveler, d'aller toujours plus loin dans la compétition. Et il arrive qu'en 1910, Henri Desgranges demande à l'un de ses associés, Alphonse Stainès, de s'en aller conquérir des montagnes. Alors on avait déjà eu des montagnes, les Vosges, dans les années 1905-1906, mais là on parle des Pyrénées, et donc là aussi c'est une histoire extraordinaire, puisqu'il faut quand même rappeler les conditions de cyclisme de l'époque. Sur la route, les entraîneurs donc étaient interdits, les directeurs sportifs également, les mécaniciens également, les routes étaient évidemment pas du tout goudronnées, c'était des routes en terre, les vélos pesaient entre une vingtaine de kilos,
Et donc les coureurs avaient déjà des conditions extrêmement difficiles. Donc l'école n'est pas du tout les beaux cols goudronnés qu'on peut voir à la télé aujourd'hui. C'était des chemins... C'était des chemins muletiers pour la voilà, plupart. complètement. Et justement, au sommet des cols, on donnait des primes à ceux qui ne mettaient pas pied à terre. Absolument. C'est formidable ça. C'est formidable. Alors ça, c'était Garrigou est passé en tête, donc il n'a pas gagné le Tour de France, mais il est passé en tête au sommet du Tourmalet, donc il a touché la prime. Mais l'histoire de la manière dont est découvert le Tourmalet est extraordinaire d'Alphonse Steines quand il se perd comme ça. Oui, il a failli perdre la vie d'ailleurs. Bien sûr. Ça, il est resté dans la neige un moment, et heureusement qu'il a été découvert par une équipe de guides qui était venue de Bagnères de Bigorre, parce qu'on savait que Alphonse Steines, séide d'Henri Desgranges, était allé à la recherche de ces cols contre toute attente d'ailleurs, et puis on l'a récupéré et on l'a descendu donc le lendemain. Il est allé voir ce qui représentait le patron des routes, des chemins. Il a dit comment vous voulez faire passer les coureurs là, mais enfin il y a les loups qui viennent d'Espagne, etc. Vous vous rendez compte, mais ce sont des chemins muletiers. Puis nous avons eu une voiture, une Mercedes qui est allée au fossé. Il y a eu 4 morts. Alors Steines a eu ce jeu de mots. Il a dit ah oui, en effet, 4 morts, ça fait froid dans le dos. Mais alors Desgranges avait sorti justement ces quelques lignes quand il a créé cette étape Bayonne-Luchon en 1910, énorme. 320 km. Il avait écrit « Demain, des champions de la route pilotant une frêle bicyclette donneront au monde entier, la plus belle démonstration de vaillance qu'on puisse imaginer. » C'est extraordinaire. Absolument. C'est extraordinaire. Bien sûr, mais pour les gens se rendre compte. Et petit détail supplémentaire, Henri Desgranges n'était pas dans cette étape. Il ne suivait pas cette étape. Il était remonté à Paris et il avait désigné donc son envoyé spécial. Et parce qu'on disait qu'il avait peur d'assister à cette étape. Mais c'est absolument dantesque. Aujourd'hui, plus aucune étape du Tour de France ne fait 320 km. Les étapes d'aujourd'hui font entre 180, 200, 210, 220 pour les plus longues, mais c'est absolument impensable aujourd'hui d'organiser des étapes pareilles. Et alors là, donc, dans ces Pyrénées, je vous propose quand même de rester un tout petit peu dans les Pyrénées pour aborder l'une des anecdotes mythiques absolues du Tour de France, celle d'Eugène Christophe en 1913, puisque là, on touche vraiment du doigt l'esprit qu'animaient ces hommes de l'époque. On était au-delà du sport, c'était des sortes de gladiateurs. Et donc, Eugène Christophe, qui va casser sa fourche dans la descente du Tourmalet. Je vous laisse raconter la suite, vous la raconterez bien mieux que moi sans doute. Oui, Eugène Christophe allait gagner le Tour de France. Il était en tête, donc il ne le gagnera pas. C'est Philippe Theiss, un Belge, qui prendra sa place. Et donc il est descendu à pied. Il a descendu ce col à pied avec son vélo brisé, donc sur l'épaule, sa fourche brisée. Et là, il n'y avait pas de maison entre le haut du Tourmalet et la route de Bagnères de Bigorre en bas. Donc, en arrivant à Sainte-Marie de Campan, un lieu-dit qui dépendait de la commune de Campan, il a vu une dame, là, qui s'appelait Madame Despiau, et il a demandé à cette dame, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une forge par là? On lui a indiqué une forge, et il est allé à la forge. Et à ce moment-là, donc, il a dû réparer son vélo lui-même. Il a dû réparer. Devant des officiers absolument impitoyables. Il a dû réparer sa fourche tout seul. Il y avait un officiel, comme vous dites, un officiel qui s'appelait Lecomte. D'ailleurs, il n'avait Lecomte que de nom, parce que il n'était pas particulièrement intéressant. Et il était là, il surveillait le moindre geste. Pour qu'il ne soit pas aidé. Et il n'avait le droit à aucun recours, aucun secours. Et malgré tout, il y a un petit jeune qui était là, qui devait avoir 13 ans, qui s'appelait Alexandrou, on l'appelait Alexandrou Torné, il s'appelait, parce que je l'ai rencontré plus tard, bien après, bien sûr. Et Alexandrou était là, il a pris le soufflet, il a actionné le soufflet de la forge, quoi. Et donc, aussitôt, amende à Eugène Christophe.
Enfin, tout ça, ça s'est accumulé. Son retard s'est accumulé, plus les amendes. Il avait perdu le tour, bien entendu. Il a fini plus de 4 heures après le premier, mais ça témoigne en tout cas. Je l'avais rencontré, je vous disais que je l'avais rencontré, parce que je l'ai rencontré à l'aube des années 80, là, en racontant des histoires dans les livres et en faisant des émissions. Et je suis allé le voir, il était en train de retourner son foie, vraiment un vieillard, vieux monsieur, vieilli sous le harnais, vous savez, vieux travailleur, tout ça. Et alors, je l'ai amené, on est allé boire un coup au bistrot du coin et tout. Alors, je lui ai dit, c'était quand même une drôle d'aventure. Ah, il dit, oui, j'ai actionné le soufflet, mais il était quand même costaud, le bougre de Christophe, il disait. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là, Alexandro? Alors il me dit, oh, je voudrais bien un paquet de Bergerac. Bergerac, c'était du tabac. Je l'ai appris comme ça. Un personnage extraordinaire, effectivement. Et on avance un petit peu dans le temps, mais en tout cas, voilà, ça témoigne extraordinairement de l'état d'esprit de ces hommes de l'époque qui voulaient à tout prix finir l'étape. Aujourd'hui, plus personne n'imaginerait un coureur du Tour de France réparant lui-même son vélo dans une forge. Je voudrais quand même avancer. Donc, évidemment, en 1919-1920 est créé le maillot jaune, une institution du Tour de France, qui est basée donc sur la couleur des pages jaunes du journal Lotto. Mais il y a une autre chose qui témoigne aussi de l'époque, c'est en 1924 un article qui va détonner dans la presse, qui est celui d'Albert Londres, et que vous voulez remettre un peu à leur place, puisque alors de cet article va sortir l'expression qui fait office de description de l'époque, qui est les forçats de la route, où il va tout simplement témoigner de la dureté, l'horreur des conditions de coureurs de l'époque. Et vous tenez quand même à le remettre à sa place, puisque Henri Desgranges fera publier une réponse pour répondre à cet article d'Albert Londres. Henri Desgranges utilisera le terme forçat de la route. En revanche, Albert Londres ne l'a jamais utilisé. Il a utilisé les martyrs de la route dans le Petit Parisien. Donc, alors Albert Londres, évidemment, était un personnage, c'était le grand reporter hyper connu. Il avait fait le bagne de Cayenne, il avait été à Birigby, il avait été ici, il avait été là, etc. Et il avait une fiancée à Paris cette année-là, 1924, et puis il souhaitait rester auprès d'elle, prendre un peu de vacances. Vous savez, il avait quand même le droit. Et Élie Joseph Bois, qui était son rédacteur en chef au Petit Parisien, il lui a demandé de suivre le Tour de France. Vous n'allez pas rester à Paris, comme ça, lui dit-il, etc. Vous allez aller au Tour de France. Le Tour de France, il ne savait pas du tout ce que c'était, les cyclistes, c'était pas son affaire. Et donc, il prend le départ. Alors, il était vraiment emprunté, littéralement. Et on lui dit, mais vous allez les suivre. Henri Decoing, le père du lauréat du prix Goncourt, vous allez suivre Henri Decoing, c'est un très bon chroniqueur, il va tout vous dire. Il va tout vous dire sur le Tour de France. Alors d'abord, Decoing lui avait dit, tu feras ci, tu feras ça, et tu suivras surtout les pélissiers. Les pélissiers, ils étaient 2, ils seront 3 après, mais ils étaient 2, Henri et Francis. Henri avait gagné le Tour de France l'année précédente, 23. Et donc, tu peux suivre les pélissiers. Avec eux, il se passe toujours quelque chose. C'était des grandes gueules, c'était des braillards, ils étaient là, ils s'imposaient, tout ça. Et puis, surtout, il y avait des luttes absolument épiques entre eux et Henri Desgranges. Et puis là, ils ne marchaient pas très bien dans ce Tour de France, là, et ils avaient décidé d'abandonner. Donc, ils abandonnent à Coutances, mais sans savoir que Albert Londres allait les rejoindre. Et Albert Londres, qui les suivait toujours, de loin en loin peut-être, mais aussi de près, on leur dit, mais ils ont abandonné à Coutances, ils sont là-bas, au café de la gare. Il dit, alors, on fait demi-tour. Ça, aujourd'hui, il ne pourrait pas le faire. On fait demi-tour avec sa voiture, donc, avec la voiture. Ils arrivent et ils trouvent les 2 frères Pélissier,
se parlant au-dessus d'un chocolat brûlant, là, et ils discutent, etc. Nous, c'est ci, nous, c'est ça, ouais, on est des bagnards, on est ceci, voilà, ça c'est du chloroforme pour les pieds, ça c'est ceci pour les dents, enfin bref, c'est une description dantesque. Et donc c'est là où il y a ensuite... ce fameux article, donc... les martyrs de la route. Ce qui devient les forçats de la route, qui étaient les martyrs de la route. Mais Henri Desgranges va répondre de manière virulente à ce papier, oui. Forcément, il va se défendre. Oui, mais enfin, le mal était fait. Voilà. Le mal était fait. Mais en tout cas, donc, ça montre aussi voilà, le journalisme de l'époque. Alors, je propose d'avancer encore dans le temps, puisque bon, le Tour de France a quand même une histoire de 120 ans. On passe sur les années 30, le sacrifice de René Vietto. Ça, j'enjoins les auditeurs que ça intéresse à se procurer le livre pour voir. Mais c'est vraiment des étapes et des hommes qu'on regrette franchement aujourd'hui. Mais je voudrais revenir aussi à ce que vous avez vu du Tour de France de votre enfance, puisque donc vous êtes né en 1944, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'étaient vos héros de votre enfance du Tour de France? Est-ce que vous avez commencé à suivre le Tour de France très jeune? Oui, j'ai commencé à suivre. J'ai vu passer le Tour de France pour la première fois devant ma porte à Concarneau en 1954. J'avais 10 ans. Et il pleuvait. Mais il ne pleut jamais en Bretagne. Oui, c'était la seule fois de l'histoire. Bon, bref. Et donc, j'ai vu les coureurs passer, évidemment. Puis j'étais subjugué. À 10 ans, un peu, on se fait des rêves. Et puis ensuite, j'ai suivi ces coureurs par la presse, par la radio. Et mon héros, c'était Louison Bobet, bien entendu. Louison Bobet était un coureur absolument magnifique. C'est un exemple pour tout le monde. Il était élégant, il parlait bien, il s'exprimait remarquablement et il a accompli un parcours particulièrement honorable et glorieux. Il a gagné 3 Tours de France, il a été champion du monde, il a gagné le Critérium national, il a été 2 fois champion de France, etc. etc. Donc, c'était un personnage très très nerveux en plus. Il ne vivait que pour ça et il en souffrait. Oui. Et non seulement il en souffrait sur le plan psychique, mais il en souffrait aussi sur le plan physique parce qu'il avait ce qu'on appelle un hygroma infecté, c'est-à-dire il avait des furoncles très très mal placés et il a fait le Tour de France avec ça. Son dernier Tour de France a été un véritable calvaire. Il a escaladé le mont Ventoux, il n'en pouvait plus. Mais il était en tête. Il était en tête au Ventoux. Il descend le Ventoux et il arrive à Avignon en vainqueur. C'était un truc extraordinaire. Jean Bobet m'a raconté que son frère, donc, m'a raconté qu'il faisait le Tour de France avec lui. Cette année-là, en 1955, il dit, lorsque je suis rentré dans la chambre, mon frère était sur le lit, sur le ventre. Il n'avait pas enlevé son boyau de rechange et il n'avait pas enlevé ses chaussures. Et il n'en pouvait plus. Et mais c'était quelqu'un qui avait le culture de la gagne, effectivement, qui pouvait être nerveux, un peu émotif. Et certaines mauvaises langues le surnommaient des fois Bobette la pleureuse, c'est ça? Parce qu'il avait tendance à ou c'est Jean Robic qui était surnommé comme ça, je sais pas. Ah, Jean Robic était différent. Ah oui, voilà. Vous savez, ils étaient tous différents. C'est ça qui fait aussi le bonheur de ces hommes, quoi. Et ils sont tous différents. Robic était un teigneux, etc. Et puis, il a gagné le premier Tour de France d'après-guerre. Puis, il avait une façon de courir qui était étrange. Mais donc, ça, c'était Robic d'abord. Bon, vous avez eu Bobet. Vous avez eu Antil après. Antil, totalement atypique. Oui, on viendra sur une anecdote extraordinaire. Impossible à suivre. Il ne fallait pas le suivre, surtout. Sinon, vous étiez littéralement lessivé. Oui. Jacques Anquetil ne faisait aucun régime alimentaire. On viendra sur le festin qu'il s'est donné et les litres d'alcool qu'il a ingurgité un soir. C'était étonnant. Absolument. C'était un personnage à ne pas prendre en exemple, quelque part. C'est ça. Mais en même temps, qui a fait sa légende. On reviendra sur Poulidor, sur Merckx, sur Bernard Hinault et puis sur le Tour de France d'aujourd'hui, puisque le vélo continue encore aujourd'hui, bien que différent. Il offre encore son lot d'émotions, de drames et de couverture médiatique. Mais il est simplement 9h sur ligne droite. Jean-Paul Olivier, je propose de faire un petit point très court sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite.
Vue de Nous haut. sommes toujours avec Jean-Paul Olivier, journaliste sportif qu'on connaît tous évidemment, l'une des voix du Tour de France, reporter à l'ORTF en 1964, puis à Antenne 2 au service des sports à partir de 1975, qui commentera le Tour de France d'abord à moto, puis en cabine en 2001 où il sera l'historien du Tour jusqu'en 2014 sur France 2. Nous en étions, Jean-Paul Olivier, à Jacques Anquetil, qui était évidemment un personnage extraordinaire qu'on ne pourrait plus, qui ne pourrait plus aujourd'hui faire du sport de haut niveau. Je vous propose quand même de raconter pour que les auditeurs se rendent compte un petit peu de qui était ce monsieur. En 1964, il y a le Tour de France qui s'arrête à Andorre et Jacques Anquetil est extrêmement énervé puisque un mage du coin a prédit en fait qu'il disparaîtrait, ou en tout cas qu'il aurait une chute le lendemain, une grosse défaillance. Alors que va faire Jacques Anquetil à ce moment-là? Jacques Anquetil était toujours très, très sensible à ces mages, à ces amulettes, à ceci et cela, et aux prédictions de l'avenir. On dit qu'il était atypique, oui, c'est vrai, je le dis, je le répète, mais il y avait quelques petites failles dans le personnage. Il y avait quelques petites failles dans la structure. Et donc, il y avait un mage qui avait publié ça dans un journal, qui avait publié l'information selon laquelle Jacques Anquetil aurait un accident dans la 14e étape du Tour de France. Et ça le tourmentait tous les jours. Et il disait à sa femme, voilà, l'échéance arrive, je vais avoir un pépin, je vais avoir ceci, ça. Il en était malade. Il disait, il s'appelait Béline, le mage. Il était connu, il était célèbre. Il dit, si je le trouvais, celui-là, je le tuerais. Rien que ça. Et puis, il y avait eu une journée de repos en Andorre, dans ce Tour de France. Et la radio des Vallées, Radio Andorre, avait invité tous les suiveurs pour un méchoui dans la montagne, etc. Et naturellement, les coureurs n'étaient pas invités. On comprend bien, ils se reposaient ce jour-là. C'était le soir. Et qui voit-on arriver? Jacques Anquetil, accompagné de son directeur sportif, Raphaël Géminiani. Stupéfaction. Un coureur comme Jacques Anquetil, qui était en passe de gagner le Tour, qui est là, qui vient au méchoui. On se dit, il va rester là, il va dire bonjour, et puis bonjour, bonsoir, et il va s'en aller. Il y a une averse, un ouragan terrible, tout le monde s'égaille. Anquetil s'en va vers un genre d'auvent qu'il y avait là, il s'en va avec un ou deux journalistes. Et qu'est-ce qu'il trouve dans l'auvent? La réserve de sangria. Et c'était l'homme des exploits, c'était l'homme des paris, etc. Il est là avec 2 ou 3 journalistes, et également bon buveurs, et ils vont faire un concours de boissons, à toi, à moi, qui sera le premier, etc. etc. Et à la sortie de tout ça, il n'était pas bien du tout. Il n'était pas bien du tout. Et il y a un directeur sportif qui s'appelle Maurice Demer, directeur sportif du maillot jaune, à ce moment-là, qui s'appelait Georges Roussard. Et Maurice Demer, qui assistait aussi, bien sûr, descend, arrive à son hôtel. Les coureurs de sa formation n'étaient pas encore couchés. Et il dit à Henri Anglade, je viens d'assister, Henri Anglade était le capitaine de son équipe, je viens d'assister à une chose étonnante. Et il raconte la scène. Alors Anglade dit, mais c'est pas possible. Alors demain, on est sur le pont, à l'abordage, on attaque. Et effectivement, au lendemain, ils ont commencé à accélérer, à attaquer, et Jacques Anquetil a perdu pied. Il a perdu pied et il a accumulé les minutes de retard. Et on s'est dit, ça y est, ça va être fini. Donc, sont restés à côté de lui Stolker, son coéquipier hollandais, Louis Rostelan, qui était un bon rouleur aussi, l'immense Rostelan. On l'a un petit peu poussé, mais enfin pas vraiment poussé. On lui a mis les coudes sous le bras, etc. Mais là, ça n'allait pas du tout. Puis, petit à petit, il a gravi le col. Il devait avoir quelque chose comme 4 ou 5 minutes de retard au sommet. Et au sommet du col, son directeur sportif, Raphaël Géminiani, qui lui était aussi tonitruant que Jacques Anquetil. Jacques Anquetil n'était pas tonitruant, mais il était tonitruant intérieurement, si j'ose dire. Mais Géminiani, lui, il lui a tendu un godet de champagne. Il a bu son godet de champagne, et puis il est descendu à fond,
Et il y avait un brouillard à couper au couteau et il a suivi les voitures, les loupiottes des voitures, l'arrière des voitures, à fond, à fond, à fond. C'était une cascade à la mort. Et puis, arrivé dans la plaine, du côté de Bourg-Madame, il a rejoint le peloton. Poulidor a fait la grimace. Georges Roussard, le petit maillot jaune aussi. C'était moins dur. Et l'étape s'est terminée. Et Poulidor, même ce jour-là, a encore perdu quelques secondes, puisqu'il a crevé. Et son mécano, pour lui tendre une roue, l'a fait tomber, etc. Enfin, l'éternel malchanceux. Oui, l'éternel malchanceux. Et Jacques Anquetil, alors on précise, c'est quand même 5 Tours de France, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. Mais il faut aussi dire qu'à l'époque, l'eau était considérée, notamment dans les zones rurales, comme moins sûre que l'alcool. Donc c'est aussi pour ça que les coureurs buvaient de l'alcool pendant le Tour de France. Il buvait très peu d'alcool. Hein. Ouais, oui, Jacques Anquetil était une exception. Absolument, c'est ce que je dis, il est atypique, quoi. Bien sûr. Je vous propose de passer sur d'autres monstres sacrés. Alors Eddy Merckx, évidemment, le cannibale, celui que vous pensez que c'est le plus grand coureur de l'histoire, ou est-ce que vous avez une préférence de cœur pour peut-être que le Breton dont vous êtes ? C'est le plus grand coureur de l'histoire. C'est le plus grand coureur de l'histoire par le palmarès. Oui. Il faut dire le palmarès. Mais je pense qu'on ne peut pas comparer les époques. Oui. J'avais eu au départ Fausto Coppi, l'Italien, le campionissimo, qui lui aurait pu gagner aussi 5 Tours de France s'il les avait faits. Or, il se basait surtout sur le Tour d'Italie. Il a gagné 5 Tours d'Italie, d'ailleurs. Il a gagné 2 Tours de France. C'est difficile à comparer. Mais disons que Eddy Merckx était aussi bon grimpeur que rouleur. C'était un gagneur. Et il a un palmarès incomparable, que ce soit dans les classiques ou dans les courses à étapes. C'est ça, il avait une polyvalence extraordinaire et il a dominé tout le début des années 70 outrageusement. Et quand vous pensez que lors de ses débuts, quand il a commencé à courir en amateur, il est rentré un jour atterré à la maison, il a dit à sa mère, le docteur Intel, docteur de la Fédération belge, de la Ligue vélocipédique belge, lui avait trouvé un souffle au cœur. Il a dit, je vais être obligé d'arrêter, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors sa mère aussi était en pleurs parce que c'était quand même ses grands espoirs à Merckx, au petit Merckx. Et puis finalement, on a vu un autre médecin, puis tout ça s'est arrangé. Finalement, il ne devait pas avoir des souffles au cœur. Un médecin qui avait passé une soirée avec Jacques Anquetil, forcément. Ouais. Je vous propose une autre étape de légende que vous racontez merveilleusement bien, c'est aussi l'étape qui met fin justement à cette hégémonie d'Eddy Merckx sur le Tour de France, celle de 1975 entre Nice et Pralou. Est-ce que vous pouvez avoir quelques mots, parce que c'était un ensemble d'anecdotes vraiment extraordinaires où on voit que le Tour de France n'est pas une compétition comme les autres. Entre Nice et Pralou, c'est une étape qui intervenait après une journée de repos. Ils avaient fait le Puy de Dôme auparavant. Et donc, là, c'était une étape difficile. C'était une étape difficile par son profil, bien sûr. Il y avait le col de Vars à monter, il y avait le col des Champs, absolument inconnu des coureurs qui étaient là en début d'étape. Et il y avait des routes absolument impossibles, littéralement défoncées, des parapets branlants. Enfin, il y a eu un accident. D'ailleurs, la voiture de la Bianchi est allée dans le ravin. Bon, il n'y a pas eu trop d'accidents, mais c'était terrible. Et il y avait eu une journée de repos, donc, comme je l'ai dit, mais une journée de repos qui était passée à étudier l'étape du lendemain. Et Bernard Thévenet était avec son équipe Peugeot, avec le directeur technique Maurice Demer, et il y avait un autre coureur de la région qui ne faisait pas le tour cette année-là, qui ne faisait plus le tour, et qui avait dit, vous savez, vous allez passer là, à Saint-Bertrand-d'Entôme, vous allez passer à tel endroit, mais c'est pas possible, c'est des routes impossibles, tout ça. Et alors Thévenet avait dit, on va attaquer Merckx d'entrée avec le col des Champs. il attaque au col des Champs, mais Merckx passe quand même premier au sommet du col. C'était quand même difficile avec lui, très difficile. Il est en tête pratiquement jusqu'au bout, il monte le col de Vars, Thévenet crève, Delisle, son coéquipier, lui donne sa roue, pas de problème, il revient. Merckx toujours en tête, on se dit ça y est, c'est fini, il va gagner l'étape et le tour parce qu'il portait le maillot jaune.
Et là, alors, dans la montée de Pralou, dans la dernière montée, celle qui menait à l'arrivée, eh bien là, Merckx a pris un coup de buis, comme disent les coureurs, et puis il a rétrogradé. Et donc, Thévenet est arrivé dans son sillage, et Demer lui a dit « Passe-le, il est cuit. » Et donc, Thévenet l'a passé. Il est passé à côté d'une flaque d'asphalte, parce qu'il faisait très très chaud. Et puis, il a un peu obligé Merckx à passer dans la flaque. Donc, ça lui a pris un peu quelques petites, enfin une ou deux secondes. Et là, ça s'est dessiné. Et Thévenet est parti et il a gagné le Tour. Il gagnera tout, il met fin à l'hégémonie de Merckx. Je voudrais en venir aussi à l'une des dernières légendes, l'une des dernières monstres sacrés du Tour de France, Bernard Hinault. Je crois que c'est votre coureur préféré, si je ne me trompe. En tout cas, celui qui vous a le plus marqué. J'ai pas forcément de coureur préféré, je les aime tous. Forcément. mais bon. C'est vos origines bretonnes qui parlent. Hinault, je l'ai vu démarrer. Je présentais le journal télévisé à Télé-Bretagne à ce moment-là, à Rennes, ce qui était FR3. Et il y a un confrère d'Ouest France qui me dit, écoute, il faudrait que tu ailles voir un phénomène, là, c'est un cadet, il gagne tous les dimanches, en solitaire, etc., il casse tout. Il faut que tu ailles voir ça. Alors bon, comme je descendais un peu tous les week-ends à Concarneau, de Rennes à Concarneau, je fais un petit détour, et parce que je regarde un peu la Bretagne cycliste, là, et je vois qu'il y a une course à Melleran, dans le Morbihan. Je dis, je traverse Melleran, Pontivy, Melleran, c'est pas un problème. Je vais voir, et je regarde un peu. Mais Hinault, je le connaissais pas. J'ai la liste des engagés, je le vois, numéro, disons n'importe quoi, 15. Je vois le numéro. Et je le suis un peu. Mais je ne vais pas le suivre longtemps dans le peloton. Il est parti tout de suite à la fin du premier tour. À la fin du premier tour, il est passé dans le bourg tout seul, et puis il a gagné. Et puis il gagnait comme ça tout le temps. Alors je dis, putain, c'est un drôle de personnage quand même. Donc je l'ai un peu suivi. Ensuite, j'ai été obligé de le lâcher un petit peu parce que j'ai été correspondant de l'ORTF en Afrique de l'Est. J'ai été à Radio Djibouti, Radio Télé Djibouti, donc je me suis un peu écarté du sport cycliste. J'ai fait la politique internationale, j'ai fait l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et tout ça, avant de revenir en 1975 donc à Paris, comme vous le savez. Et donc à partir de là, je l'ai suivi bien sûr encore. Je l'ai retrouvé du moins. Bien sûr, et donc ça a fait aussi le champion qu'on connaît, avec lui aussi 5 Tours de France, qui est le record aujourd'hui depuis que Lance Armstrong s'est vu retirer ses 7 Tours de France remportés. Je voulais en venir avec nous, Jean-Paul Olivier, sur le vélo d'aujourd'hui. Alors la grande boucle sonne son départ samedi. Quel regard vous portez sur le vélo aujourd'hui ? On a évoqué toutes ces légendes qui ont pu faire l'histoire du Tour. On s'est beaucoup plaint, notamment au début des années 2010, de l'espèce de mainmise, notamment de l'équipe Sky, qui finalement verrouillait un peu la course et empêchait le spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui quand même il n'y a pas un renouveau et le fait d'une multiplicité de champions, de coureurs très forts, il y a un renouveau du suspense, du drame, de ce qui fait finalement le seul du Tour. On a vu une étape de légende l'année dernière notamment. Vous parlez de drame, le drame est venu que, le drame entre guillemets est venu que tous les pays de l'Est se sont ouverts au professionnalisme. Même les pays nordiques, ça est depuis le Danemark par exemple, puisque le dernier vainqueur est le Danois Vingegaard. Le Danemark par exemple avait eu un champion qui avait terminé, je crois que c'était 58e ou 68e en 1958. Depuis, il n'y avait plus grand-chose. Donc tous ces pays-là sont arrivés au professionnalisme. Parce qu'évidemment, il y avait quand même le rideau de fer à un certain moment. Donc, on savait qu'il y avait des champions, il y avait des courses en pays communistes qui les révélaient et tout ça. Puis, petit à petit, hop, le professionnalisme a surgi. Et là, on s'est heurté quand même à toutes ces nations émergentes qui ont fait qu'on a un peu piétiné, quoi. On a un peu piétiné. Alors tout ça s'est fondu dans un creuset. Et il en est sorti des champions et les Français ont quand même eu du mal à suivre.
Oui, bien sûr, les Français ont du mal, mais en tout cas, pour ce qui est de l'intérêt de la course, on continue finalement encore aujourd'hui, malgré ce professionnalisme, malgré les contraintes qui pèsent toujours plus sur les coureurs, sur les équipes, on arrive quand même à faire ressortir parfois dans le Tour des étapes de légende avec des défaillances, et donc, alors évidemment, les écarts sont plus les mêmes qu'à l'époque, mais on arrive quand même à encore voir du spectacle. Ah ben, j'espère bien. Non, le Tour de France est toujours aussi intéressant. Le dernier Tour de France a été agréable avec Vingegaard, Pogačar et tout ça. Et puis bon, on a des petits Français qui sont juste derrière. David Gaudu fait 4e quand même. Oui, bien sûr. Quand je dis juste derrière, c'est ça. C'est vraiment. Mais bon, on les attend pas 4e. On les attend sur le podium, sinon vainqueur. Mais c'est pas encore fait à mon avis. Donc c'est un peu difficile. Et le Tour de France garde toujours son aura. Les gens le suivent toujours avec autant de plaisir parce que c'est une belle épreuve. C'est une belle épreuve dans un écrin de belle France. C'est fantastique. Antoine Blondin avait eu ce mot extraordinaire. Antoine Blondin était arrivé dans le Tour de France en 1954. Et il était arrivé en cours de Tour de France. Il était parti de Bordeaux. Et sa première étape, c'était Bordeaux-Bayonne. Et il avait dit je me suis étonné d'être dans un Tour de France qui décoiffe les filles, qui soulève les soutanes des curés, etc. Il m'a manqué quand même une chose, c'est de ne pas être au bord de la route pour me voir passer. Oh, je trouve ça extraordinaire. Eh bien, écoutez, je vous propose même de conclure là-dessus. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Paul Olivier. Je rappelle que vous êtes donc cette voix historique du Tour de France, que vous avez commencé votre carrière de reporter à l'ORTF en 1964. Vous avez rejoint ensuite le service des sports d'Antenne 2 à partir de 1975. Et puis, vous avez commenté le Tour de France dans les années 80-90 jusqu'à devenir l'historien du Tour de France à partir de 2001. Votre surnom, j'ai oublié le nom, mais c'était Polo la Science à l'époque pour votre connaissance encyclopédique du Tour que vous avez encore démontré aujourd'hui. Et à travers ce livre Tour de France, Théâtre des hommes, exploits, drames et légendes, 110 histoires pour retracer l'histoire du Tour de France à retrouver et à se procurer aux éditions Mareuil. Et puis je pense que vous suivrez avec plaisir l'édition de cette année avec un parcours extrêmement alléchant, le Puy-de-Dôme, les Vosges, des massifs qui n'ont pas été explorés depuis longtemps. Merci à vous Jean-Paul Olivier.